Sur Internet, on m'appelle Analkis. Je fais partie d'un collectif de bande dessinée qui s'appelle Bande de déchets. Et du coup, je suis auteure de bande dessinée chez Delcourt. Je fais aussi ce genre d'événements. Et je suis storyboarder, concept artiste et car designer. La conférence a été faite avec mon partenaire Neil Brock, qui est un auteur de bande dessinée et aussi car designer. Et il fait aussi du Fury. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de diversité. Donc, on va commencer avec genre bonne ambiance, des petites stats, avec des couleurs flashy pour que ça rentre bien. Du coup, voilà, on va parler de diversité. Donc, on va se demander ce que c'est. Du coup, vous avez un premier camembert qui est dans l'animation. Alors là, ça va être des camemberts autour de l'animation. Donc, le vert dégueulasse, c'est pour les personnes blanches en France. Donc, en fait, là, c'est des statistiques sur... le premier camembert, c'est les personnes vivant en France. Donc, vous avez environ entre 85 et 80% de personnes blanches en France. Et pour les personnes non blanches, on est autour de 15 et 20%. Et le camembert d'à côté, c'est les statistiques sur les personnages dans l'animation. Donc ça, c'est sur 150 dessins animés français, ceux que vous allez retrouver plus facilement sur Internet, donc les 150 premiers. Donc vous pouvez voir que pour les héros, vous avez environ 87% de personnages blancs en tant qu'héros, toujours inclus. Et alors après, là, on part sur environ 12,5% de personnages héros non blancs, dont les personnes concernées considèrent qu'il y a environ 2,5% de personnages non blancs correctement mis en scène. Donc ça commence à être déjà un peu plus faible. Alors là, on parle des personnes non valides en France. Donc vous avez 26,5% environ de personnes non valides. Et dans l'animation, on tombe à 0,66666. C'est quand même pas un super chiffre en vrai, qui porte sûrement vachement malheur. Donc vous pouvez voir qu'on commence un petit peu à voir que le vert dégueulasse prend beaucoup de place dans l'animation. Vous avez, alors là, les personnes LGBT en France, les associations disent qu'il y a environ 10% de personnes, les chiffres peuvent vachement varier, de personnes LGBTI+, en France. Et vous voyez que du coup, en animation, il y a beaucoup de personnes LGBT représentées. Un rouge très présent. Donc clairement, ça c'est juste pour vous réveiller le matin, fraîchement. Vous allez voir qu'il y a des problèmes qui se voient très facilement. Donc là, c'est que les dessins animés, les 150 dessins animés les plus représentés en France, entre 2010 et 2019. Les statistiques de jeux vidéo, qui sont un petit peu plus compliquées à trouver, à vrai dire, que l'animation. Vous avez donc, je vais vous lire ce qui a marqué, hein. Donc ça c'est les personnages féminins jouables dans les jeux d'action, selon l'étude de l'EEE d'art. Donc vous avez en bleu les pourcentages de jeux avec des héroïnes au genre sélectionnable. Vous avez, pour le vert dégueu, un pourcentage de héros masculins exclusifs. Et les 4 petits pourcents en rouge, c'est les héroïnes qui sont les héroïnes du jeu vidéo. Du coup, ça commence à piquer un peu. Donc voilà, par exemple, dans une étude de 2005, Dylan Seal ont distingué 3 portraits stéréotypés majeurs de femmes dans le jeu vidéo, sexualisées, petit 1, très légèrement vêtues, petit 2, et 3, particulièrement belles. Donc l'étude montre que plus de 80% des femmes dans les jeux vidéo correspondraient à un de ces portraits, et plus d'un quart des personnages féminins incarnent les 3 catégories réunies. Donc, c'est pas ouf. Donc là, voilà, on vous montre le jeu vidéo Last of Us, que vous devez sûrement très bien connaître, je suppose, qui est un jeu vidéo qui est le jeu vidéo qui a fait plus de 17 millions de ventes, et qui avait donc comme personnage jouable un personnage masculin et Ellie, un personnage féminin. Et c'est intéressant de noter que, par exemple, certains magazines comme Game Reactor avaient enlevé Ellie de la couverture. On notera aussi que les personnages masculins ont 5% ont 5% fois de plus de chances d'être représentés sur leur coffret de leur jeu,
Voilà. Sinon, pour Horizon Zero, c'est un exemple assez intéressant qui a fait donc plus de 7 millions de ventes, qui avait donc une héroïne de jeux vidéo très féministe, un jeu assez féministe. Voilà. Maintenant, on va parler peut-être du comment on fait un chara-design. Là, par exemple, c'est mon interprétation de comment on fait un chara-design, donc tout ce que ça inclut. Donc on va voir chaque étape de l'écriture d'un chara-design, jeu vidéo ou animation inclus. En tout cas, la façon dont vous faites vos propres chara-design. Donc on va commencer un peu par comment vous apprenez à faire des personnages. Donc alors je pense que vous êtes tous passés par l'étape apprendre à faire des anatomies. Du coup, vous êtes tous passés par l'étape pouvoir dessiner les ossements, les muscles et les graisses. Le seul problème en fait de cette technique, faut tous y passer en fait, c'est qu'à la fin, vous allez savoir faire poser les muscles, les os et les graisses sur un type de morphologie, avec les proportions idéales, entre parenthèses. Et donc, vous pouvez voir que si vous prenez à peu près les proportions idéales qu'on vous montre et qu'on vous apprend, vous allez avoir ce genre d'anatomie. Le seul problème, c'est quand vous voulez faire d'autres anatomies, est-ce que vous allez savoir poser les muscles, les os, sur des anatomies qui ne rentrent pas en fait dans les proportions idéales. Voici des propositions pour pouvoir essayer de commencer à apprendre à faire un personnage pour avoir directement des anatomies déjà diversifiées dans votre démarche de création. Donc il y a plusieurs façons d'apprendre. Vous avez l'apprentissage spécifique, donc vous allez décider d'apprendre à faire un personnage musclé. Le genre n'est pas très important. Et vous allez du coup vous renseigner sur par exemple les bodybuildeuses, les sports extrêmes. Vous allez donc au fur et à mesure découvrir qu'il y a des anatomies et des muscles qui se posent de façon très très différente selon le sport pratiqué. Et vous allez donc apprendre d'abord spécifiquement comment on fait des muscles. Il y a aussi par exemple si vous voulez apprendre à dessiner un personnage gros. Parce que souvent on hésite à dessiner un personnage gros parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas poser les muscles, on ne sait pas comment ça marche. Du coup on finit par faire une boule. Donc si on veut éviter de faire une boule, on va commencer par exemple à se renseigner, à regarder des modèles gros. On va commencer à lire par exemple un livre qui est excellent, que j'ai si vous voulez vraiment le feuilleter pour la partie plus pratique, qui est excellent sur les graisses, selon, pas le genre, mais selon la morphologie. Donc vous allez voir que les graisses bougent avec le temps, avec l'âge. Vous voyez que les graisses d'un bébé, c'est pas les mêmes que les graisses d'une personne âgée. Et donc vous allez avant tout apprendre à dessiner ce genre de morphologie qui va donc vous aider à pouvoir progresser et surtout ne pas vous demander comment je dessine un homme, comment je dessine une femme. Vous allez vous demander comment je dessine une anatomie et comment je dessine quelqu'un de gros par exemple. Vous avez ça comme technique. Sinon effectivement le modèle vivant, je suis pas sûre que toutes les écoles le pratiquent beaucoup. Le modèle vivant c'est super intéressant, mais il faut arriver à l'intégrer dans ce que vous faites comme personnage. Pas juste, vous apprenez ça pour faire une Bayonetta, quoi. Donc si vous apprenez à faire des gens super variés, vous allez essayer de l'appliquer après sur vos anates de personnages. Et par exemple, aussi, si vous n'avez pas l'argent pour aller à un modèle vivant, si vous avez des amis, vous pouvez les utiliser comme modèle. Donc si vous êtes des amis très très à l'aise, tous à poil, chacun pose et c'est super chouette. Sinon, un petit peu plus de retenue, on fait des petites photos en groupe et en fait vous verrez que vos amis ont carrément des anates très très variées. Par exemple là c'est 3 de mes amis que j'ai demandé de poser et c'est 3 meufs et elles ont toutes les 3 des anates super variées, des formes très très variées. Et pareil, si vous êtes un peu creep, vous pouvez prendre vos photos des jours dans les parcs, vous montrez pas les photos sur internet, vous regardez pas les visages, vous les floutez et vous pouvez dessiner des foules. Et du coup, quand vous commencez à regarder les foules, vous voyez qu'effectivement, les anatomies sont tous très très différentes. Et vous pouvez comme ça vous amuser à prendre des photos. Vous pouvez décalquer, il n'y a pas de honte à décalquer une photo. Il n'y a carrément pas de honte, c'est comme ça des fois qu'on apprend. Donc vous pouvez par exemple décalquer une photo et voir les formes et les volumes qui sortent. Et vous pouvez voir que, effectivement, il y a des volumes très très différents, avec des âges très différents. Et vous voyez que
vous pouvez dessiner. Ça fera la même démarche que si vous dessinez vos amis. Vous voyez qu'effectivement, il y a des formes très reconnaissables qui sortent, que vous pouvez même des fois voir, en fait, par exemple, si vous connaissez le travail de Carter Goodrich, qui est un chara designer pour Croods. Il a fait des super chara design, hyper variés, hyper diversifiés. Clairement, ils n'ont pas appris beaucoup de ça, mais vous voyez qu'en fait, ils travaillent vachement là-dessus, sur des formes très très marquées, et on voit clairement que j'ai retrouvé des fois des formes que Carter Goodrich dessinait dans les gens que j'ai vus dans la foule, et du coup, j'ai eu l'impression que lui avait réussi à faire l'étape, en fait, entre ce qu'il voyait dans la vie de tous les jours, les anatomies qu'il voyait dans la vie de tous les jours, et comment l'appliquer pour le dessin animé avec des formes très 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 marquées, en fait. Donc oui, ce qui m'a aussi permis de dessiner des choses beaucoup plus variées, parce que comme je vous dis, je suis partie de loin, de très 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 loin, je me posais vraiment pas beaucoup de questions, c'est quand j'ai commencé à aller sur les internets et que j'ai découvert qu'il y avait des gens sur Instagram qui montraient des photos d'eux et que en fait ils étaient super stylés et qu'ils avaient des anates super variées, super différentes. Et là j'ai commencé à me dire que clairement ça allait pas, que mes personnages étaient tous blancs, tous maigres, et tous avaient tous des cheveux longs. Les filles avaient des cheveux longs, les mecs avaient des cheveux courts. C'était affreux. Et du coup, quand j'ai commencé à traîner sur Instagram, en fait, on finit vite par voir plein de gens qui ont des origines très différentes et des anates très très différentes. Et ça, vraiment, ça a été un énorme déclic. Et j'ai commencé du coup à normaliser des anates. J'ai commencé à les mettre dans mon quotidien. Tous les jours, je regardais régulièrement des anates différentes. Et en fait, ça commençait de plus en plus à prendre place dans mon dessin. Parce que je l'avais vu, parce que je sais que ça existe. Et parce qu'en plus, à force d'en voir, on finit par voir comment on se pose un muscle, comment on se pose une graisse. Et c'est super intéressant. Et je vous conseille carrément de faire ça si vous ne le faites pas déjà. Moi, j'étais un peu à la bourre à l'époque. Et du coup, j'ai pu découvrir aussi des artistes super intéressants qui font beaucoup de body positive et qui vous permettent de pouvoir vous la péter auprès de vos amis quand vous pourrez faire des dessins super variés. Du coup, on va commencer un petit peu à apercevoir des schématypes d'apprentissage. Donc j'en ai noté trois gros, que même j'arrive encore à voir chez des dessinateurs que j'adore et des dessinatrices que j'adore. C'est la théorie du triangle. C'est un mec, c'est un triangle comme ça, une meuf, c'est un triangle comme ça. C'est genre un conseil incroyable que j'ai pu retrouver chez des dessinatrices que j'aime. Et moi, je trouve ça super problématique en fait. Parce que je sais pas à quoi vous ressemblez nus, mais je pense pas que vous ressemblez tous à des triangles. Et surtout des triangles vraiment très spécifiques. Parce que par exemple, les mecs, les triangles, ça va être le torse, ça va être badass et tout, un triangle vers le haut. Et les filles, ça va être un triangle qui va vraiment vers le bas, qui se renferme légèrement, qui en plus est plus très proche du pubis et tout ce qui va être génital. Et les hommes, par contre, c'est l'élévation. On bombe le torse. Donc, je suis pas sûre que apprendre les différences hommes-femmes comme ça, c'est forcément super chouette. Donc là, c'est beaucoup de dessins qu'a fait Neil Brock, qui est, on s'est demandé, bon, on va faire des formes, sans penser à qui il y a derrière, juste on va faire des formes. Donc là, vous pouvez retrouver des formes qui sont pas des triangles, et dans le tas, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a toutes les anates. Et quand en fait on commence à réfléchir comme ça, à essayer de, avant toute chose, avant de créer un personnage, se dire, c'est une forme, je vais développer cette forme-là. Sans penser à l'écriture, sans penser à qui il est, qu'est-ce qu'il doit faire, à quoi il doit faire penser, juste une forme. Et du coup, là, vous commencez à ouvrir, en fait, tout un panel énorme, en fait, de chara design, de personnages féminins avec des formes super variées, pas du tout genrées, sans penser même à la place des nichons, si les hanches sont assez grandes, est-ce qu'on voit qu'il est assez féminin. Vous en foutez complètement, vous faites juste des formes. Vous pensez à ça. Et en plus, ce qui est génial avec cette technique, c'est que ça marche aussi pour les visages. Vous pouvez faire ça, vous dessinez une forme, et vous faites rentrer le visage dans la forme. Sans vous demander si elle sera assez belle, s'il sera assez fort. Juste des formes, et vous verrez, en fait, vous allez imaginer des visages, bon, des fois qui clairement sont très bizarres, mais qui, souvent, vous n'aurez jamais pensé à dessiner tel ou tel visage. Parce que vous vous êtes dit, un visage, voilà, la structure, c'est le rond, c'est les deux barres pour les yeux et tout.
Et une fille va y avoir le visage bien rond, comme ça. Et un mec, ce sera plus un rectangle. Là, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Mais on va essayer de rentrer des visages d'âges différents, de tout ce qu'on veut dans les formes. Et il y a une technique aussi qui est assez rigolote, c'est que vous prenez une forme très bizarre, et en fait vous allez la tourner un peu comme une horloge, et vous allez faire un visage à chaque fois. Et vous verrez, il n'y aura aucun des deux visages qui va se ressembler. Et c'est assez drôle. Et du coup, voilà, ça c'est une façon d'apprendre l'anatomie, et faire des dessins très très variés, très diversifiés. Alors, la technique aussi de la silhouette, qui est, vous dessinez une silhouette et vous faites rentrer, pareil, le même principe, les choses dedans. Donc, clairement, je pense que même si j'avais pas mis silhouette de bonhomme et silhouette de mademoiselle, vous auriez dit, ça, c'est une silhouette de bonhomme, ça, c'est une silhouette de mademoiselle. Ça, c'est des positions de personnages de comics. Donc, le comics aussi a des petits problèmes de diversité. Et du coup, pareil, vous allez réfléchir d'abord à une silhouette où vous allez vous dire, si je dois dessiner une silhouette de personnage féminin, je veux que ça sente même dans la silhouette, pour qu'on puisse la voir de loin et qu'on se dise « Waouh, c'est une meuf !» Bah en fait, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus créatif, et puis forcément, c'est super genré en fait. Donc par exemple, on va jouer un petit jeu, c'est si vous essayez de deviner lesquels de ces personnages sont des personnages féminins. Donc voilà, là c'est des silhouettes qui ont été faites, comme ça, puis on s'est dit on va mettre des personnages dedans. Bah la réponse c'est que c'est tous des personnages féminins. Tous. Et ils ont tous des anates super différentes, super variées, qu'on n'aurait pas forcément imaginé si on avait commencé à dessiner le rond pour la tête, le buste et tout. Du coup, on s'est dit qu'on allait rentrer des personnages féminins dans un nouveau moule, un moule très diversifié en fait. Souvent, on visualise des personnages musclés, genre Hulkette, elle a des gros nichons quand même, muscles. Mais en fait, plus on se muscle, plus les nichons se tassent. Et si vous avez une personne, par exemple, il y a des bodybuildeuses qui ont quand même des gros nichons, c'est soit chirurgie esthétique, soit juste elles ont une poitrine faite monstrueuse avant même d'être bodybuildées. Mais sinon, en fait, les nichons, à force de faire les muscles, genre ils se tassent, il y en a presque plus. Et du coup, si vous dessinez des fois une anate d'une personne féminin musclée, en fait, vous verrez presque pas de sein. Et mais c'est quand même super stylé, super haut. Une troisième façon d'apprendre le chara-design, c'est les positions bien genrées comme il faut, de position de garçon et position de fille. Ça, c'est un petit peu moins à la fin quand j'ai cherché sur internet position masculin, position de fille, c'était waouh, incroyable, les filles flottaient quoi. C'était magique. Donc voilà, pareil, c'est une troisième façon de voir comment apprendre à faire un chara-design sans trop le genrer, c'est déjà de se dire que aucune de ces positions sont genrables. Alors, le garçon, c'est juste qu'il est prêt à l'aventure et prendre plein de Pokémon. Bon, la fille, là, je ne sais pas. Je me demande ce qui lui arrive et que, de toute façon, cette pose-là inclut que toutes les filles naissent avec des pieds dedans. Ça, c'est... clairement, elle ne peut pas marcher. Donc, on va essayer de s'éloigner de ces deux positions et surtout de se dire que ce n'est pas du tout genrable. Par exemple, on a fait un petit jeu qui nous a beaucoup amusé et beaucoup déprimé à la fois. C'est qu'on a regardé donc 3 positions très d'archétypes de mecs et archétypes de meufs. Là, on part quand même sur des personnes d'environ 12 ans, sur les dessins qu'on a trouvés. Et on a swappé les genres. Donc, on a pris des positions super genrées pour des personnages féminins, et on a mis des personnages masculins dessus, et inversement. Et ce qui est drôle, c'est que la première chose qu'on s'est dit, c'est mais en fait, c'est super ridicule. Et c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des personnages masculins dans ce genre de pose-là, que direct, ça nous tape à l'œil, en fait. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Mais en fait, ça devrait même pas nous dire ça. On devrait juste se dire que ce personnage masculin, il est super content d'aller au travail. Genre, il sautille, limite. Que le personnage masculin, là, pareil, pied devant, je sais pas du tout ce qui se passe avec leurs pieds, mais très très heureux de quelque chose. Et carrément, le troisième, il est chaud patate, prêt pour aller en boîte de nuit, c'est top. Et en fait, on devrait juste pas se dire que c'est une position de meuf. C'est juste par rapport à leur écriture, leur caractère, c'est le genre de position qu'il va prendre. Et c'est marrant parce que quand on a vu les personnages féminins, on s'est juste dit, bah c'est normal en fait. Juste, c'est normal. Mais du coup, il y avait vraiment un décalage entre nos réactions sur les personnages masculins dans les poses de filles, qui nous ont plus surpris tout de suite, et quand c'était des personnages féminins, on s'est juste dit, bah ouais, c'est juste que bon, bah pareil, elle va tataner quelqu'un, celle-là, elle fait un beau grand écart sur un caillou, et puis elle est pareil, prête à l'aventure à prendre des Pokémon, quoi.
Et c'est marrant parce que ça ne nous a pas du tout choqué tout de suite. Et en fait, voilà, ça, on part sur, quand vous faites des personnages, pensez pas du tout aux positions genrées, en fait, parce que ça devrait même pas rentrer, en fait, en ligne de compte. Vous devriez juste faire un personnage et vous dire, bah, s'il est joyeux, il a ce genre de position, s'il est timide, il aura des pieds rentrés dedans, parce qu'apparemment, toutes les personnes timides ont les pieds rentrés dedans. Donc, là, par exemple, c'est des exemples que je trouve assez intéressants de chara design où les poses sont complètement liées à leur personnalité. Leur genre n'a aucun intérêt sur la position. Par exemple, si vous voyez Craig of the Creek, qui est un dessin animé excellent, où il y a une diversité incroyable de chara design dedans, où là c'est beaucoup de trucs, soit Cartoon Network, soit Netflix, vous voyez en fait qu'il y a une tonne de personnages féminins qui vont avoir des poses que j'avais pas si souvent vu que ça, vu la tranche d'âge. Genre, c'est des fois des personnages qui ont 9 ans, qui avaient des poses, par exemple, elle, la reine des égouts, elle a tout le temps des poses super badass, super classe, et franchement, au début, j'ai cru que c'était un personnage masculin, parce que j'avais vraiment pas l'habitude. Du coup, vous voyez qu'en fait, par exemple, Kelsey, c'est une héroïne vraiment super chouette, enfin, il y a dans Craig of the Creek, le héros c'est Craig, mais il a 2 acolytes, et dedans, il a Kelsey qui, clairement, des fois, vit sur une autre planète, où elle est l'héroïne soit d'un jeu vidéo, soit d'un jeu de rôle, où elle est hyper badass, et à chaque fois, elle prend des poses comme ça, elle regarde vers l'horizon, et du coup, elle a souvent la main comme ça, avec la cape qui part dans l'autre sens là, et c'est un personnage féminin. Et en plus, elle a des gros sourcils qui sont parfaits, elle a des sortes de grosses jambes, donc elle a vraiment à chaque fois une position toujours très badass, qui est vraiment liée à son écriture, à son personnage. Vous avez aussi, à Steven Universe, je pense que personne ne va le découvrir ici. Donc vous avez effectivement, par exemple, 5 personnages qui ont des caractères assez variés et qui ont des body poses très très différentes selon la personnalité. Donc vous voyez que Garnet, par exemple, elle a une pose souvent en fait des personnages masculins, et ça va avec sa personnalité. Donc vous voyez à chaque fois, Pearl, elle a quelque chose de toujours très très léger, du coup elle aura toujours des poses hyper tendues, hyper de danseuse. Après Steven, il a souvent plein de poses différentes, parce que c'est un personnage masculin hyper intéressant et très, très varié en fait dans son caractère. Parce que là, ça c'est des poses type la première chose que vous allez voir sur ce personnage-là. C'est des personnages qui d'abord vont vous montrer une facette, donc vous allez voir des poses, et en fait au fur et à mesure que vous allez les découvrir, en tout cas dans Steven Universe, vous allez voir qu'ils vont avoir d'autres poses qui vont apparaître, plus vous allez découvrir leur personnalité. Donc les positions en plus évoluent avec le caractère de leur personnage. Donc, vous avez aussi l'exemple de She-Ra, et c'est pas si moche que ça, à part les décors qui sont pas très jolis, mais bon, on va pas s'y attarder. Donc vous voyez que Adora, quand elle se transforme en She-Ra, d'ailleurs ça m'avait vraiment surpris parce que sa transformation n'était pas du tout sexualisée. Elle était juste une guerrière badass avec sa grosse épée, sa grosse armure, et du coup ils ont tout de suite fait des poses hyper badass. Et pareil, si vous voyez le personnage de Beau, c'est un personnage toujours enjoué, plein d'amour et de love, et du coup il a toujours les poses comme ça, il rougit souvent. Et souvent ça c'est le genre de pose de personnage féminin. Du coup, là on part sur du sale, qui est la différence entre le traitement des personnages masculins et féminins. Là, je vous ai montré 3 techniques pour améliorer votre approche de vos personnages féminins et masculins. Mais tout le monde ne le fait pas, et prennent forcément des voies très fermées, où effectivement, en fait, si vous prenez la plupart des visages de dessins animés en 3D, vous voyez qu'il y a tout de suite, clairement, un traitement différent entre les personnages masculins et féminins. Même si, par exemple, il y a des caractères que je trouve super cool chez les personnages féminins et masculins. C'est pas une question d'aimer ou pas. C'est juste qu'on voit que, par exemple, eux, ils ont pratiqué l'idée d'avoir des formes très variées pour les personnages masculins. Ça se voit, hein, il y a des patates, il y a des carrés, il y a des rectangles, il y a tout. Un petit peu moins le cas chez les personnages féminins, qui ont tous une conjonctivite et ont des yeux énormes. Donc voilà, franchement, quand on les met tous ensemble, ça fait juste super peur. Donc vous voyez que, effectivement, la diversité des formes, souvent, elle est appliquée, mais que chez les personnages masculins. Chez les personnages féminins, comme ce que vous voyez là-bas, qui est une horreur, j'ai dû tout traduire pour voir ce qu'il disait. C'est affreux. En gros, ça dit que les personnages féminins là, c'est pas de sa faute. S'ils ont tous la même forme, c'est que c'est comme ça. Dans le comic, c'est comme ça. Donc en fait,
remettez pas en question le comics, c'est comme ça. Vous aurez forcément, même si c'est une méchante, elle sera voluptueuse. C'est vraiment genre, si c'est une méchante, il y a deux types. Il y a celle qui est sexy, et c'est l'autre qui est sexy, mais méchante, genre vilaine, genre manipulatrice. Ça sera toujours ça. Enfin, tous les textes sont assez tristes, du coup c'est bien qu'ils soient en tout petit. Ça, vous allez juste voir les dessins, et vous voyez qu'effectivement, le traitement des personnages féminins et masculins ne sont pas du tout les mêmes pour les anates. On voit que quand un personnage féminin est sportive, elle aura un tout petit peu les muscles ici, mais alors le reste, elle ne développe pas. Elle ne développe pas du tout. Alors que, bon, il y a Hulk, quoi, sur l'autre côté, en comparatif. Donc, clairement, remettez en question les... Même si on vous dit c'est comme ça, non, c'est comme ça parce que vous décidez que c'est comme ça. Mais vous pouvez faire des personnages féminins super variés. Genre, celle-là, c'est une athlète. C'est beaucoup plus varié, les anatomies d'athlètes. Tapez athlète féminin ou regardez les JO, vous verrez, ça, c'est pas que ça. Après, bon, bah, j'ai pris un exemple vraiment très trash, hein. Street Fighter. J'ai juste tapé, genre, je suis allée sur le site, j'ai regardé à quoi ressemblaient les couvertures des vidéos, et je suis tombée sur ça, genre le boobs and butt, le truc, genre, que tout le monde trouve ridicule et mais qu'on fait encore. En fait, juste le principe, c'est, vous allez tordre la colonne vertébrale du personnage féminin pour qu'on voit ses nichons et ses fesses en même temps. Parce que c'est important pour qu'elle puisse se battre, c'est qu'on voit les nichons et les fesses. Alors que, bon, Ryu, c'est un combattant, quoi. Du coup, c'est vraiment dommage parce que, en soi, qu'elle soit habillée comme ça, bon, c'est discutable, mais pourquoi, quand vous présentez un personnage genre badass, qui est censé être super forte, qui a des stats intéressants, vous allez surtout vous dire ouais, mais elle a un string, du coup on doit le montrer. Donc vous allez mettre les fesses et les nichons. Alors qu'en fait, vous devriez juste montrer que c'est un personnage fort, et en plus elle fait un salut nazi. Moi je dis ça, je dis rien. Un de mes jeux vidéo préférés, c'est Bayonetta. J'adore ce jeu, je le trouve super agréable. Et genre, quand mon mec m'a dit ouais, mais quand même, le personnage féminin, c'est chaud. J'étais là, bah non, elle aime son corps, elle le montre, et pas de soucis. Ouais, et après j'y ai rejoué. Quand j'ai commencé à me poser des questions, je me suis dit, ah ouais, quand même, est-ce qu'elle a besoin de faire une pole dance avec son arme pour battre un dragon? Et du coup, je me suis dit qu'en fait, si, il y avait un souci, mais je le voyais juste pas, parce que j'avais l'habitude. Parce que depuis tout petit, je jouais des personnages féminins super sexy. Et en fait, ça devrait pas être normal. Et c'est pour les joueurs que vous avez fait ça. Pas du tout pour la libération du corps de la femme. Non, c'est juste parce que les joueurs, ils voulaient une Bayonetta à moitié à poil, quoi. Du coup, il m'a fallu du temps, il m'a fallu apprendre, il m'a fallu écouter, il a fallu me remettre en question, et puis j'ai commencé à voir, en fait. Comme si on avait ouvert une porte, et tout d'un coup, à chaque fois qu'il y a un personnage de combat à moitié à poil, ou avec des poses boobs and butt, ça me sautait aux yeux, ça me piquait. Alors qu'avant, pas du tout. Donc, essayez de voir les problèmes, et de les remettre en question, et que c'est pas grave. C'est pas grave d'avoir même fait des bêtises en dessin. Genre, il n'y a pas vraiment de bêtises, il y a juste des évolutions. Moi, j'adore les méchants. C'est mes personnages préférés, c'est les méchants. Mais en même temps, le problème, c'est qu'il y a énormément de personnages méchants qui sont fabuleux, qui sont super stylés. Et je trouve ça stylé, hein, les personnages méchants. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas ça du côté de chez les héros. Il n'y a pas un personnage dit efféminé, fabuleux, à paillettes. Il y a Steven, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et je trouve ça vachement dommage. Et là, en plus, si on s'attaque juste à la beauté, et qu'on trouve tout ça, et c'est triste, quoi. Parce que par exemple, si vous voyez Doris dans Shrek 2 et 3, c'est un personnage... Alors, il y a des théories que ce serait un personnage trans, parce qu'en fait, si vous voyez dans la maison de la fée, vous voyez qu'il y a un visage, un portrait qui change, avant et après. Et vous voyez qu'elle a réalisé le vœu d'un personnage avec une moustache, et après, vous voyez que c'est le visage de Doris qui apparaît. Sauf qu'elle est considérée comme très moche, Doris. Elle est montrée comme la moche, où à chaque fois quelqu'un lui parle, il y a toujours le « Ah, bonjour !» Et du coup, c'est super problématique, parce qu'elle n'est pas plus moche qu'un autre. Genre, moi, le personnage là, qu'avec le mono-sourcil, j'adore faire les mono-sourcils maintenant. Pour les personnages féminins, c'est juste trop stylé, parce que c'est une vague super expressive. On peut faire des positions genre de colère super marquées, et c'est super stylé. Et moi, je la trouvais en fait assez cool, parce qu'elle changeait des personnages féminins qu'on voyait d'habitude, quoi. Et par exemple, là, le personnage là qui est en bas, vous voyez sûrement même pas ce que c'est. C'est un personnage dans, comment il s'appelle, Les Indestructibles 2, qui est intéressant. Mais elle n'a pas vraiment de nom, en fait, elle s'appelle Brick.
Et c'est une brique, et elle parle très très peu. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, tout ce que vous voyez autour, c'est ce qui est considéré comme moche. Et vous voyez qu'en fait, il y a énormément de diversité d'anates. Vous voyez que ils sont tous très différents. Et si vous voyez ce qui est beau, c'est ce qu'il y a au milieu. Et vous voyez qu'il y a clairement la même anatomie pour tout le monde. Juste, elles sourient ou elles sourient pas. Et elles ont les jambes à chaque fois, genre, très fines. Et ça, c'est ce qui est considéré comme beau, en fait. Et c'est triste parce que, au final, par exemple, la méchante de la petite sirène s'inspirait de Divine. Alors, je sais pas si vous voyez qui est Divine, mais c'est dommage d'avoir utilisé une personne hyper intéressante, underground, qui avait une anate très particulière, et qui faisait du drag, et c'est la méchante. Et à chaque fois, en fait, c'est ça. Vous verrez qu'il y a énormément de méchants qui ont des anates super cool. Et vous vous dites, oui, c'est chouette. Mais pourquoi il n'y a pas ça, en fait, chez les héros? Pourquoi, même ce personnage-là, que j'aime beaucoup, Wreck-It Ralph, hein, mais le personnage-là, on suppose qu'il a été créé comme ça pour montrer des stéréotypes de genre dans le jeu vidéo. Mais au final, tout rentre dedans, quoi. Tout. Il n'y a rien qui est remis en question, en fait, dans ces personnages-là. Même Frozen, où beaucoup de gens l'analysent comme étant très féministe, les anates sont pas du tout diversifiées. Et il y a même des gens qui disent qu'ils ont réutilisé pour le visage des anates, les modèles 3D de réponse. Genre, mode gros feignant. Et du coup, c'est triste parce que, genre, vous avez des films qui veulent dénoncer, qui veulent montrer de la diversité. Frozen, il y a plein d'analyses sur comment c'est féministe. Mais au final, les personnages anatomiquement sont dans la norme, quoi. En tout cas, la norme qu'on a établie pour ces personnages-là. Du coup, ça fait tout remettre en question, en fait, sur les méchants, c'est cool parce qu'ils sont stylés, mais en même temps, c'est eux qui ont le droit à plus de liberté pour les anates. Pourquoi on ne ferait pas la même chose, en fait, pour les héros, et surtout les héroïnes? L'hypersexualisation des enfants, c'est un sujet qui est pas cool à attaquer dès le matin, mais forcément, vous devez en souvenir, vous ne saurez jamais forcément le nom, mais dans vos souvenirs d'enfants, il y a toujours un cliché de personnage féminin qui a en dessous de 12 ans et qui tient des poses qu'aucun enfant ne tient d'ailleurs, mais on leur met dessus un personnage, une structure hyper stéréotypée et super séduisant. On parle encore d'enfants. Et en plus, j'ai rajouté du rose et du bleu pour bien séparer, mais vous voyez quand même qu'il y a complètement un traitement différent des personnages féminins et masculins. Par exemple, le personnage de Ladybug, je ne pensais pas qu'elle avait 14 ans, mais elle a 14 ans. Et elle a souvent des poses, pareil scoliose, tout ça, mais elle a souvent des poses hyper séduisantes pour un personnage en fait qui a 14 ans dans l'histoire. Pareil pour le personnage masculin, il a des formes très très moulées et il fait aussi des poses séduisantes. Et du coup, vous vous dites, pourquoi on fait ça sur les enfants? Genre, les enfants, ils vont assimiler que leur héros et leur héroïne, c'est normal en fait que c'est ça comme pose. Et donc vous voyez à chaque fois, genre, les formes plus fines sont chez les filles, le rose, les filles naissent dans des boîtes roses, et vous voyez que, par exemple, Dragon, là ils ont sorti les images du 3, et j'aime bien Dragon, hein. Mais pourquoi la dragonne qui apparaît, qui du coup va finir avec le dragon, tout le monde le sait, pas de souci, pourquoi, au lieu des écailles, elle a des paillettes? C'est pas la même espèce du coup. Ça fonctionne comment? Pourquoi, au lieu d'avoir des petites cornes là, elle a des formes toutes rondes? Pourquoi elle a des yeux bleus bien tirés? Et pourquoi sa queue est en forme de cœur? Alors, si vous regardez des documentaires, vous verrez que par exemple les animaux féminins ont des anates très très variées. Et par exemple, des fois elles sont beaucoup plus grosses. Et en fait, il y avait plein d'idées qu'on aurait pu avoir sur les animaux, ou même pas de paillettes en fait. Juste pas de paillettes. Et c'est ça qui m'a beaucoup énervé, c'est que le Caradan est chouette, il n'y a pas de souci. Juste, comme c'est un personnage féminin, il y a des paillettes, elle est super lisse, elle a des yeux bleus bien tirés, et en plus elle a un acting où elle marche la pointe des pieds, et c'est vraiment dommage en fait. Du coup, vous voyez, à chaque fois, on va pas réfléchir de la même façon pour un personnage masculin et un personnage féminin, et en fait c'est super triste quoi, parce que vous allez vous dire que quand vous êtes enfant, c'est comme ça que ça marche un garçon, c'est comme ça que ça marche une fille.
vous verrez que les garçons, ils aiment les pirates et les filles, elles aiment le maquillage, quoi. Donc, essayez de penser votre personnage pour ce qu'il est et pas pour le genre qu'il porte. Alors là, on part dans l'extrême quand même. C'est qu'on a genré des voitures. Car c'est vraiment... Au début, j'ai pas vu tout de suite la différence parce que dans le 1, il y a très peu de personnages féminins. Et quand tu vois le personnage masculin héros et la meuf, la différence, c'est juste l'épaisseur de traits au-dessus des yeux pour faire le maquillage. Et aussi le type de voiture qui est quand même beaucoup plus... il n'y a pas les flammes sur le côté, elles sont beaucoup plus fines, elles ont des bouches beaucoup plus fines. Et quand on arrive au niveau de mettre des stéréotypes sur des voitures, c'est quand même qu'il y a un petit souci quelque part. Donc là, on va parler un petit peu de racisme. On a cherché énormément d'articles sur les personnes concernées et comment ils voyaient leurs dessins animés. Du coup, on est allé voir un peu ce qu'ils pensaient de dessins animés qu'ils aimaient et pourquoi ils les aimaient et pourquoi d'autres ils n'aimaient pas. Donc vous voyez en fait que là, par exemple, là, ça c'est des exemples de personnages qui ont été fortement appréciés par beaucoup de personnes concernées. Donc vous avez par exemple Craig the Creek, qui a comme héros un personnage noir, qui a une famille noire, et la plupart des personnages, en fait, si vous vous renseignez, vous verrez que quand ils ont créé la série, ils ont délégué chaque personnage noir de la famille, et ils ont demandé des consultants. Ils ont demandé des consultants racisés, des personnes noires, pour leur donner des avis. Du coup, les personnes concernées se sont inspirées des membres de leur famille. L'écriture des personnages a été faite avec des personnes concernées. Et c'est pour ça qu'elle est très fortement appréciée, parce que les visages sont des visages réalistes, que leur écriture est très diversifiée et très intéressante, et qu'en plus, les personnes concernées ont pu participer, en fait, à montrer ce que eux considéraient être des chara design de personnes noires vraiment bien faits. Par exemple, Spider-Man a été, si je ne me trompe pas, réalisé par un réalisateur noir. Vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs personnages noirs dans le film qui ont des anatommies très différentes. Et par exemple, le héros a un papa noir et une mère latino. Et l'anatomie du héros, qui est très... voilà, elle rentre complètement dans les normes et tout, établies. Voilà. Mais par contre, c'est un héros noir de dessin animé et de comics, en fait, de films de super-héros. Et si vous voyez, il a un tonton, si je ne me trompe pas, qui a une anatomie hyper différente du père, qui veut dire complètement deux choses différentes sur la représentation des personnes noires dans l'animation ou dans le dessin. Et vous voyez donc deux écritures très opposées des personnages masculins et personnages noirs. Et du coup, ça rentre aussi dans plein d'articles où il disait que effectivement les personnages noirs étaient très bien dessinés, avec des anatomies très variées et pas du tout caricaturales. Maintenant, je vais vous montrer des exemples de ce qui n'a pas été aimé. Beaucoup de choses à dire. Si on va sur Kirikou, c'est compliqué, hein. C'est parce que j'ai lu des articles intéressants qui disaient que des personnes concernées disaient qu'ils avaient apprécié Kirikou pour ce que c'était, parce que ça faisait rêver les Français de contes du continent africain, et que du coup c'était cool. Mais j'ai aussi vu énormément de choses qui disaient pourquoi les accents, pourquoi ce genre d'anatomie, et pourquoi c'est presque de la fétichisation de personnes noires. Et clairement, Kirikou porte vraiment à débat, surtout que vu son nouveau film qui a, pareil, fait couler beaucoup d'encre, je crois que c'est Dilili, qui n'est pas du tout non plus apprécié. Je pense que le créateur devrait commencer à se remettre en question, parce qu'il fait quand même beaucoup de personnages noirs qui font assez vite polémique. Donc voilà. Bon, après vous avez Astérix qui reste une énigme pour moi, parce que vu tous les tomes qu'il y a eu, tout ce qui a été fait, pourquoi le personnage du pirate existe encore, en fait. Ce personnage-là, pourquoi il existe encore? Je comprends pas. C'est vraiment une énigme, parce que les techniques avancent, maintenant on a la 3D, et c'est toujours le même chara design super raciste de l'époque. Genre la coupe, la bouche, tout rentre. Et pourtant on est arrivé quand même à pouvoir le faire en 3D le personnage. Donc c'est quand même qu'il y a une évolution, et il existe toujours. Et ça a l'air de poser problème à personne, sauf aux personnes concernées qui trouvent qu'il ne devrait pas du tout être encore là. Bon, après vous avez carrément Lucky Luke et les personnes
asiatiques dans Lucky Luke sont toujours assez affreux. Voilà, vous avez tout, vous avez le droit à tout, l'accent, le chapeau, les dents, les moustaches. Alors après, par exemple, les foot de rue, basket, c'est des exemples assez intéressants parce que ce que reprochent les personnes concernées, c'est pas qu'ils soient racistes en fait, les personnages. C'est juste qu'ils rentrent dans les stéréotypes à quels on colle les personnages noirs. Genre, si on fait un dessin animé avec des personnages noirs, les personnages noirs sont des sportifs. Ce seront des footeux, ce seront des gens qui font du basket. En fait, c'est ça qui reproche. C'est juste que quand vous allez vouloir dessiner un personnage noir, vous allez lui mettre un stéréotype qu'on colle au personnage noir. Et c'est ça qu'on leur reproche en fait. Et du coup, voilà, foot de rue et basket, c'est des exemples de chara-design qui sont bien en soi, mais c'est juste l'écriture des personnages et pourquoi ils sont dans la série qui pose problème en fait aux personnages concernés. Aux personnes concernées, pas aux personnages. Sinon, alors Loli Rock, c'est un problème plus complexe, genre c'est le swap color. Les personnes concernées trouvent que juste prendre un personnage écrit blanc, avec un visage blanc, une nanate très typée caucasien et tout, et juste prendre la pipette et mettre du marron, c'est pas suffisant en fait. Et c'est ce qu'on reproche par exemple au personnage dans Loli Rock, c'est que il n'est pas du tout représentatif de ce qu'est les personnes noires, en tout cas pour les personnes concernées. Donc ça, voilà, ça c'est un problème qu'on retrouve par exemple dans She-Ra aussi, où on trouve que le personnage de Beau, c'est un personnage, une sorte de swap color. Bon après là vous avez des trucs beaucoup plus faciles, hein, des BZ. Bon c'est pas parce qu'on essaye de le mettre en bleu, genre que ça passe. On sait quand même comment il a été fait à la base. Et c'est par exemple assez dommage pour le personnage dans Les Simpsons, qui va du coup, si je ne me trompe pas, va être retiré. Le doubleur en avait parlé, avait dit qu'il regrettait d'avoir fait ce personnage-là, qui a enfermé les gens dans une vision de l'Inde. Et du coup, il regrettait vraiment d'avoir forcé un accent, de l'avoir interprété. Et pour lui, en fait, la solution, c'était pas de l'enlever. C'était juste de le changer. Sauf que les créateurs se sont dit, ouf, trop risqué, on enlève tout simplement. Et voilà. Les Simpsons, c'est un personnage assez intéressant. Et si je me souviens bien, le doubleur fait carrément des sketchs et des interventions sur son vécu de personnes concernées en jouant un personnage très stéréotypé que même lui n'aime pas en fait. Code Lyoko par exemple, c'est un dessin animé assez intéressant. Pas le fait que tous les personnages ont des grands fronts, mais le fait que le personnage de Yumi, quand elle se bat dans le monde virtuel, elle va avoir des accessoires de type éventail, kimono et tout. Et ça a posé problème pour beaucoup de personnes concernées, parce que Yumi n'a aucun lien avec ce genre de culture, et que du coup, lui avoir imposé ça, parce que c'est un personnage asiatique, a posé beaucoup de problèmes, parce que ça n'avait pas de sens en fait. Et c'est direct, si un personnage asiatique apparaît, soit avoir des nunchakus, soit avoir des éventails, soit ça va savoir utiliser des baguettes. Donc c'est vraiment un truc qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui parlent de leur vécu en voyant leur dessin animé, les personnes asiatiques. Vous avez sûrement peut-être vu la vidéo qui parle de la mèche, qui est une vidéo qui explique que les personnes asiatiques en ont marre de voir que dès qu'il y a un personnage asiatique, et que c'est un personnage féminin, elle aura une mèche de couleur. Donc je vous invite à regarder ce genre de vidéo qui explique que, effectivement, le problème c'est pas que ça existe, mais que ce soit toujours ça. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que beaucoup de choses dans le chara design, c'est pas que ça existe, mais c'est que c'est toujours la répétition, le même type de chara design, le même type de truc genré. Parce que par exemple, si vous regardez le dessin animé avec Mabel, Gravity Falls, que je n'ai pas fini donc pas de spoil, vous avez le personnage de Mabel que je trouve très intéressant parce que elle rentre dans énormément de cases. Si vous faites le bingo de Claire sur les personnages féminins et le sexisme et tout ce qui est genré, Mabel elle rentre à fond dedans, mais elle est cool et elle est super stylée parce qu'elle n'est pas que ça. Elle est super, elle a un grappin, elle sait se battre, elle rentre dans la case on met pour les personnages féminins et la case des personnages masculins. Mais c'est vrai que quand vous la voyez, elle a des paillettes dans les cheveux, enfin, ça s'appelle des barrettes, elle est elle a des pulls très colorés, elle rentre dans beaucoup de cases.
Mais en fait, vous pouvez écrire un personnage qui rentre dans les cases, qu'on met d'habitude de personnage féminin, c'est pas pour autant qu'il sera forcément problématique. Si vous l'écrivez en dehors de ce qu'on lui met comme obligation, il n'y a pas de souci en fait. Donc vous pouvez aussi essayer de voir comment vous pouvez faire un personnage qui rentre dans beaucoup de cases et casser en fait les stéréotypes qu'on va lui mettre directement. Alors Bloodborne, j'adore, qui est beaucoup trop dur mais j'adore. C'est un truc assez intéressant parce que quand je me suis demandé ce qu'on imposait aux personnages féminins, il y a énormément de choses qui reviennent, c'est la beauté. Même les méchantes doivent être belles. Elles doivent être soit manipulatrices, soit lascives, mais elles ne peuvent pas être horrifiques. Et si c'est horrifique, ce sera sexy. Si vous jouez à Bloodborne un jour dans votre vie, que vous avez envie de souffrir, vous avez une tonne de boss féminins. Alors si vous voulez pas vous faire spoiler les boss, regardez pas l'écran. Hein. Après c'est super sombre, vous ne pouvez rien voir. Mais vous avez plein de personnages féminins qui ont des anatomies et des concept art pas du tout genrés. C'est juste des monstres. On est dans un univers affreux. Donc même les personnages féminins seront juste monstrueux. Et j'étais vraiment très surpris parce que j'ai pas fini encore le jeu. Et je me suis quand même regardé tous les boss qui existaient pour voir s'il y avait un nombre assez intéressant de personnages féminins. Et il y en a plein, je savais même pas du tout que c'était des meufs. Et donc vous pouvez voir, je vais vous montrer quelques images de Bloodborne. Donc si je ne veux pas vous spoiler, regardez pas. Mais vous voyez donc que les personnages n'ont pas été réfléchis par rapport à leur genre, mais par rapport à l'histoire, et par rapport à ce qu'ils vont véhiculer comme sentiment quand on y joue. Et je trouve que c'est... Vous avez déjà commencé avec les jeux que vous avez fait avant, mais pour Bloodborne, je trouve qu'ils sont arrivés à un niveau de non-genrage des méchants assez intéressant. Et là, je vais montrer que des personnages féminins, mais qui sont juste affreux. Affreux pour ce qu'ils sont. Genre, les sorcières, elles collectionnent les yeux, et elles se couvrent avec des yeux. C'est dégueulasse. C'est vraiment hyper gênant à regarder. Et ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, ils ont réfléchi leur personnage pour ce que va dégager le jeu. Ça va être de l'horreur. Rien ne sera sexy. Le jeu n'est pas sexy, le jeu est froid. Il n'y a pas de musique quand on se promène dans les villes. C'est terrifiant. Et vous avez ce genre de monstres qui sont des personnages féminins qui sortent complètement de ce qu'on pourrait mettre pour un personnage féminin. Vous voyez donc, voilà, pareil, là, il y a la technique de la silhouette, en quelque sorte, où il s'est juste dit, je vais faire une sorcière, elle sera dégueu, parce que tout est dégueu dans le jeu, elle sera pas du tout ni sexy, ni genrée, ni séduisante, ni manipulatrice, rien du tout, ce serait juste dégueu. Si vous aimez bien les trucs sales, juste dites-vous que les meufs, les personnages féminins, ont le droit d'être sales. Ils ont le droit d'être dégueux, ils ont le droit d'être couverts d'yeux, ils ont le droit d'être des sortes d'araignées dégoûtants avec une sorte de masse dessus. Ils peuvent être complètement sales, vous avez le droit en fait. Donc là par exemple, ce qui est intéressant, si je reste un peu sur Bloodborne, c'est que là vous avez 3 types de personnages féminins qui sont soit un ennemi de base, soit une alliée, soit un boss. Et en fait, si vous regardez les artworks qui sont magnifiques, vous verrez que le genre n'est pas du tout stéréotypé. Il n'y a rien où je me suis dit « Ah, c'est des personnages féminins ». Et ça m'a vraiment surpris parce que souvent dans les jeux où les personnages féminins accompagnent les joueurs et les joueuses, il y a forcément un moment où je me dis « Ah, ça se voit que c'est un personnage féminin » parce qu'ils ont toujours ajouté un truc qui fait qu'on y pense. Et en fait, le jeu Bloodborne est vraiment excellent parce que aussi leur écriture de leurs personnages rentre dans l'univers. Ils ont en fait pris leurs personnages féminins et masculins et surtout ils l'ont calqué sur leur univers. Ils ne sont pas juste dit on va rajouter des trucs, des petits cils à nos voitures pour qu'on voit que c'est des meufs. Donc là vous voyez des personnages féminins super cool, genre le boss Lady Maria. C'est un personnage féminin très badass qui a une mise en scène hyper badass et je me suis dit il y a un moment elle va être lascive. Un moment elle va dragouiller mon personnage, ça va être super sexy. Elle s'est levée, elle m'a donné une grosse tatane, j'ai rien compris. Et pareil, dans la façon dont sont mis en scène le combat, comment ça s'appelle, elle a une allonge énorme avec beaucoup de sang, et il n'y a rien en fait, où je me suis dit, ça c'est fait pour les personnages féminins. Il n'y a rien où je me suis dit, tiens, j'ai vu ça dans plein de jeux où c'était très problématique, c'est un boss, c'est une meuf,
elle va forcément avoir une démarche comme ça en me battant avec ses grosses épées. Non, elle a foncé sur moi et elle m'a dégommé. Et du coup là c'est 3 exemples assez intéressants parce que c'est 3 personnages qui ont des importances très différentes dans le jeu et qui aucun n'est sexy ou n'est problématique en fait. Donc voilà, conclusion, faites-vous plaisir, faites des personnages féminins dégueulasses, il n'y a pas de souci, faut pas vous gêner. Donc là on va parler un petit peu de tout simplement quand on crée un chara design. Souvent en fait, vous allez créer un chara design avec un lien. Alors ça peut être un lien lié à l'univers ou un lien créé avec un personnage. Ça arrive que vous créez des personnages qui sont seuls, mais par exemple, vous pouvez écrire un personnage avec un autre personnage. Et vous pouvez faire des personnages super intéressants, et surtout des personnages féminins super intéressants. Donc ça, c'est la série Trigun, qui est une bonne série qui, clairement, n'avait plus de budget à la fin, c'est limite un diaporama, mais qui est très cool. Et dedans, vous avez un duo de Meryl et Millie qui suivent le héros. Non, ce n'est pas des héroïnes non plus, faut pas déconner, mais c'est un duo. Et par exemple, les chara design des deux meufs ont été réfléchis de façon très intelligente, où elles se complètent en quelque sorte. Il y en a une qui est très grande. D'ailleurs, Millie est le personnage le plus grand dans le groupe des héros, ce qui est vraiment très rare pour un personnage féminin. Et elle est massive. Elle est massive et on voit rarement ce genre d'anatomie. Si vous la voyez à un moment dans la série, elle a des bretelles, elle a une chemise et un pantalon, elle ne sera pas sexy, elle ne sera pas genrée, elle ne rentrera pas dans les stéréotypes en fait. Elle va juste être quelqu'un qui a des gros vêtements avec des grosses jambes, et vous verrez donc ce duo qui a été réfléchi complètement ensemble. La bosse, c'est la petite, et vous voyez que les deux anatomies ont été réfléchies pour se compléter, ce qui arrive souvent en fait quand vous créez un personnage avec un autre. Il y a un côté, ça se complète. C'est comme ça qu'on arrive à faire aussi de la diversité, c'est que vous allez faire 2 personnages qui ne se ressemblent pas. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que le personnage grand, elle est douce, et le personnage petit, c'est un roquet, quoi. Et ce qui est aussi cool, c'est que Millie, elle a une grosse arme, mais elle a une énorme arme qu'elle porte sur le dos. Et du coup, elle est encore plus massive, elle est encore plus impressionnante. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa bosse, qui est la petite, elle aussi, elle a plein d'armes dans ses vêtements, mais plein de petites. Du coup, vous voyez que même au niveau des accessoires, il va y avoir quelque chose de complémentaire et d'opposé. Et ce qui est intéressant, c'est que même si Millie, elle a une grosse anate, une grosse arme, son arme n'est pas létale. Ça peut juste attraper. Alors que le petit roquet, il a carrément genre une tonne de flingues, mais c'est complètement létal. Et du coup, il y a vraiment une idée on s'en fout du genre, on va juste faire des personnages qui se complètent et qui vont avoir des anates variées en fait. Et en plus, en bonus, si vous regardez la série, le héros, Vache Stampy, pleure tout le temps. C'est un personnage masculin et il pleure tout le temps. Et c'est assez intéressant parce que pour un personnage masculin qui rentre complètement dans tous les stéréotypes, c'est le héros, tout va bien, la natte est parfaite, tout rentre bien, c'est un personnage qui est intéressant parce qu'il pleure tout le temps. Donc si vous regardez la série Trigun, elle est très intéressante, même si la fin est cheapos, mais vous allez voir des archétypes assez intéressants qui sont souvent désamorcés, comme le héros de Trigun qui du coup est un personnage masculin qui pleure tout le temps, et c'est très rare. Donc là, on l'a vu à peu près les trios, les duos, souvent ça se complète, et là qu'est-ce qui se passe quand on arrive à faire des trios, on va se compléter encore. Par exemple, là c'est 3 exemples assez différents de trio. Il n'y a aucun visage qui a la même forme. Il y a des anates assez différentes et assez variées. L'exemple d'Hilda est un exemple que je trouve très intéressant parce que en soi, les enfants dans Hilda ont la même anate. C'est des blocs, des petits blocs avec des petits pieds. Juste les vêtements sont très différents. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on veut faire de la diversité, mais que le dessinateur, l'artiste, Luc Persson, a un style. Parce qu'il a un style très, très marqué. Qu'est-ce qui se passe quand on veut faire de la diversité, mais qu'on a un style très marqué? Du coup, ça passe par les accessoires. Là, à chaque fois, chaque personnage a des accessoires très différents qui vont avec leur personnalité. Et du coup, on va se concentrer, Luc Persson s'est plus concentré sur les personnalités hyper variées, hyper diversifiées, que forcément sur des anates qui vont montrer de la diversité. Donc vous verrez, effectivement, l'héroïne a une jupe, mais l'autre personnage féminin n'a pas de jupe, a toujours des pantalons. Leur écriture, leur personnalité est toute très différente. Donc en fait, la diversité passe pas forcément que
par le physique, mais ça peut passer par les accessoires et par l'écriture. Vous pouvez diversifier les visages, les anates, mais aussi l'écriture pour que ça puisse se compléter si vous avez un style très marqué et que, par exemple, vous n'avez pas forcément envie de développer votre style pour qu'il soit diversifié. Essayez de voir pour l'écriture de vos personnages. Alors, on va quand même parler un peu de jeux vidéo. Hein. Et du coup, là, c'est deux exemples que je trouve assez intéressants. Donc, c'est deux jeux de platformer qui sont déjà avec des personnages féminins. Donc, Dandara est un personnage noir et Céleste, Madeline est un personnage blanc. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vu quand même le pixel, c'est petit, va falloir tout simplifier et va falloir aller à l'essentiel. Donc, quand on a des personnages féminins, on se dirait aller à l'essentiel, c'est montrer que c'est des personnages féminins. Mais là, pour le coup, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils ne se sont pas dit c'est des personnages féminins, donc on va montrer des caractéristiques très stéréotypées des personnages féminins. On va intégrer nos personnages au gameplay. Par exemple, si vous voyez Dandara, son anate est surtout marquée par la grosse écharpe. Et ce qui est intéressant, c'est que la grosse écharpe, vous vous dites que c'est un accessoire parce que c'est un personnage qui flotte beaucoup, qui va de plateforme en plateforme en sautant, et que c'est juste pour faire joli parce que du coup ça vole. Mais en fait, si vous voyez, c'est que l'animation de l'écharpe varie selon la force de frappe de l'héroïne. Et vous voyez que du coup, l'écharpe est un indicateur d'énergie. Tellement que si vous voulez augmenter l'énergie de votre personnage, vous allez dans le menu, et ça, en fait, c'est le symbole de l'écharpe qui est le symbole de l'énergie. Donc en fait, dans Dara, le chara-design, ils l'ont réfléchi, pas parce que c'est une meuf, mais parce que faut qu'elle rentre dans un gameplay. Et du coup, il faut donner des indications très rapides du gameplay. Et c'est pareil pour Céleste, avec le personnage de Madeline, qui a une anate petit bloc, qui a souvent avec le pixel art, mais elle a un sac à dos parce qu'elle va monter le mont Céleste. Et le plus important, c'est les cheveux. Les cheveux, c'est pareil, c'est comme les chats, c'est un indicateur de mouvement. Donc le plus important, ça va être surtout les cheveux. Et vous voyez qu'en fait, selon la puissance de saut, les cheveux vont changer de couleur. Et en plus, le swap est encore plus important, parce que quand Madeline va rencontrer un personnage qui est une sorte d'alter ego, le swap color va exister et va avoir son importance pour qu'on puisse bien différencier les deux personnages et que ce soit assez puissant. Donc par exemple, là, c'est deux exemples que je trouve intéressants parce qu'ils ne sont pas dit on va faire des personnages féminins, on va le voir, on va faire des personnages féminins et comme tous les personnages masculins, on va juste les faire rentrer dans le gameplay. Et on va donner des indications visuelles dans le chara-design pour que les joueurs puissent avoir une sorte de prise en main très facile, très rapide et une compréhension visuelle très importante, surtout par exemple dans Céleste, des fois ça va très très vite, il faut aller très très vite, les indicateurs visuels du chara-design sont super importants en fait. Et c'est super intéressant. Et si vous, pareil, vous voulez roter du sang, allez-y, c'est super dur.